18h30, vous êtes bien sur Europe 1 et on va parler maintenant politique avec vous, Philippe Vandel. Cette fois, c'est non. Cette fois, c'est non. Les résultats sont tombés dans la journée et à 56,4%, la Nouvelle-Calédonie a voté non à la proposition qui lui était faite d'accéder à la pleine souveraineté pour devenir indépendante. C'est la conclusion d'un long processus qui a suivi des années d'affrontements meurtriers après le massacre de la grotte d'Ouvéa, la poignée de main historique entre Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjibaou. Cette poignée de main, a scellé les accords de Matignon en 88, puis l'accord de Nouméa en 98, 30 ans pour en arriver à ce référendum pacifique et pacifié. Bonsoir Georges-Paul Langevin. Bonsoir. Vous avez été ministre des Outre-mer de 2014 à 2016, vous êtes député de Paris il y a quelques années. Si je suis bien informé, vous avez travaillé sur la Nouvelle-Calédonie, vous aviez été associé à la défense de Kanak en tant que militante, c'est ça ? Oui, tout à fait. Alors, la victoire du non n'est pas une surprise. Le non, je l'ai dit, l'a emporté avec un score de 56,4%. Sauf que les indépendantistes pensaient faire beaucoup moins que 44%. Ils sont ravis de leur score. Ravis, pas tellement parce qu'ils n'ont pas gagné, mais en gros, comment analysez-vous ce résultat ? Alors, on peut dire que, en gros, le résultat était prévisible, puisque les Kanaks qui souhaitent l'indépendance de leur île sont minoritaires, sont à peu près 40% de la population. Donc, on peut considérer qu'effectivement, le résultat est peut-être plus serré que ce qu'on aurait pu penser. Ce qui signifie que les efforts que nous avons faits les uns et les autres pour que le corps électoral soit le plus fidèle que possible à la réalité de la population en Nouvelle-Calédonie ont porté leurs fruits et la population s'est déplacée. Je crois qu'il y a eu 80% de gens qui sont allés voter, c'est important. Ceci dit, le problème demeure puisque bien évidemment le non l'a remporté, mais c'était en quelque sorte prévisible. Maintenant reste la question du jour d'après. Comment on fait après, une fois qu'on a compris que tout le monde vit sur ce territoire et que personne ne va partir, comment on fait pour vivre ensemble ? Vous savez quoi, le jour d'après, c'était ce qu'il y avait certainement dans la tête du président Emmanuel Macron. Il a pris la parole aujourd'hui à 13h. Une fois connu le résultat du scrutin, on l'écoute. Le gouvernement proposera aux forces politiques de Nouvelle-Calédonie de se réunir dans les prochaines semaines. Des échanges seront entrepris dès demain par le Premier ministre, qui se rendra avec la ministre des Outre-mer en Nouvelle-Calédonie. Expliquez-nous, on vient à peine de voter et il faut déjà rediscuter. Alors, c'est vrai que le processus qui avait été prévu par les accords de Nouméa est un processus évolutif. C'est-à-dire que ce référendum d'aujourd'hui n'est pas un coup près. Il était prévu que si le non l'emportait, il allait y avoir une deuxième consultation 2 ans après, et ainsi de suite. Et on doit voir que c'est l'aboutissement d'un processus évolutif qui avait été construit d'une manière particulièrement subtile. Vous voyez, si on prend les accords de Nouméa, c'est d'ailleurs un très beau texte dont je recommande la lecture en quelque sorte à toute personne qui est amoureuse de la démocratie, parce que dans le préambule des accords de Nouméa, on avait enfin rendu justice au drame vécu par les Kanaks, dont la terre avait été occupée en 1853. Mais on avait aussi parlé de la souffrance des autres communautés, puisque ceux qui sont arrivés, les victimes de l'histoire, qui ont été déportés à la suite de la commune, oui, qui ont été déportés à la suite de la... Il y a eu d'anciens baillards, ce ne sont pas, comme on peut l'imaginer, seulement de riches propriétaires terriens qui exploitent les autres. Il y a eu beaucoup de gens qui sont arrivés en Calédonie parce que les malheurs de leur vie les y ont conduits. Par conséquent, ce qui était important à reconnaître là-dedans, c'est que le peuple d'origine se sentait floué de sa terre, mais les autres personnes qui étaient arrivées étaient aussi en quelque part des victimes de l'histoire. Et ce qui a été important dans les accords de Nouméa a été de rendre justice à ces différentes victimes de l'histoire et de dire que chacune avait une légitimité et que dorénavant, la solution en Nouvelle-Calédonie passait par le respect des souffrances des uns et des autres. Et aujourd'hui, c'est ce qu'il va falloir faire. Le référendum a abouti sur un non, mais il faudra continuer cet effort de dialogue qui est en cours depuis 20 ans pour essayer de respecter les points de vue de tout le monde et faire en sorte qu'on trouve un modus vivendi tous ensemble. Alors, il a déjà en partie été trouvé puisque les indépendantistes participent déjà au gouvernement collégial. Ils ont 5 membres sur 11 au Congrès. Ils ont 25 membres sur 54 au Congrès. Ils dirigent 25 communes sur 33. Je vais tenter une sorte de raisonnement par l'absurde. Sont-ils peut-être trop bien intégrés pour pouvoir réclamer l'indépendance ? Je pense qu'effectivement, l'organisation politique qui a été trouvée après Nouméa entre les provinces, entre le fait qu'il y a eu des pouvoirs accordés au Congrès en Nouvelle-Calédonie, qu'il y a eu
progressivement un certain nombre d'attributions qui ont été transférées au territoire, eh bien, c'est vrai que le désir de peser sur leur destin qu'avaient les Kanaks est en partie rempli par les institutions aujourd'hui. Et puis les reporters sur place racontaient que même dans la population mélanésienne, surtout chez les jeunes, l'indépendance suscitait également l'inquiétude, notamment en termes de protection sociale ou d'accès aux études. Imaginez que la France coupe le robinet de la sécurité sociale, de l'allocation chômage ou du RSA, c'eût été une catastrophe. En quelque part, je pense que, y compris les indépendantistes, sont conscients de ce que la France a aujourd'hui un rôle de médiation entre les diverses parties en présence. Et peut-être que personne, au fond, n'a vraiment envie qu'elle s'en aille totalement. Même les pays de la zone, qui, eux, étaient très hostiles à la présence de la France dans le Pacifique, aujourd'hui considèrent que c'est plutôt un plus qu'elle reste par rapport à d'autres puissances émergentes sur le Pacifique. J'ai également lu, c'était dans Le Monde d'hier, des inquiétudes au sujet, je cite, du droit des femmes dans le nouvel État. Si jamais la Calédonie avait été indépendante, qu'est-ce à dire ? C'est quoi cette inquiétude au sujet du droit des femmes ? Moi, je pense que c'est surtout le fait que aujourd'hui, la Calédonie a appris à vivre avec des standards européens, notamment en matière de droits des femmes, notamment en matière de démocratie. Et on a bien vu que finalement, les derniers pouvoirs régaliens qui pouvaient être réclamés dans les dernières années ne l'ont pas été. Parce qu'en quelque part, chacun se dit que la présence de la France sur un certain nombre de sujets, y compris la tutelle aux communes, peut être quelque chose de positif. Donc, finalement, on a à trouver le mot. C'est le mot qui manque. Mais tout le monde se rend bien compte que la solution va se trouver entre une autonomie très large, qui est déjà aujourd'hui le cas, et une indépendance en liaison étroite avec la France. Merci beaucoup pour cet éclairage, Georges-Paul Langevin. Je rappelle que vous êtes député de Paris, ex-ministre des Outre-mer de 2014 à 2016.